Hello, on est très heureux de te retrouver cette semaine puisque comme tu l'as remarqué, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, on a eu un Covid et pas un petit, pas des moindres, il nous a cloué au lit plusieurs jours et on s'est auto-confiné si on peut utiliser ce terme. Ça va un peu mieux, tu vas l'entendre dans nos voix, mais on est prêt à répondre à toutes vos questions, on en a reçu des centaines, donc le but c'est de répondre à un maximum de questions et notamment de donner des informations à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment. Déjà bienvenue et merci pour vos messages, merci de votre soutien surtout. Et si tu as encore des questions malgré tout, n'hésite pas à nous le demander dans les commentaires et en général, on essaie de répondre à tout le monde. C'est parti. Votre véhicule est-il fiable ? Alors c'est une question Alors qu'on on se vous pose. laisse y répondre dans les commentaires. Non, en réalité, c'est vrai qu'on retient a priori entre 6 et 7 fois plus ce qui est négatif. En l'occurrence, quand on fait des vidéos sur les réparations sur Milo, c'est des choses qu'on retient, mais le nombre de pannes qu'on a sur notre véhicule ne sont pas beaucoup plus importantes que la plupart des voyageurs qu'on rencontre, sauf ceux qui ont acheté un véhicule neuf. Autrement, le véhicule est fiable, le moteur nous a pas lâché, on a fait des pistes incroyables, on lui en fait voir de toutes les couleurs, et donc le tour au stand, il est tout à fait normal, et d'ailleurs il est courant pour les propriétaires de ce genre de véhicule. Après chaque safari ou après chaque virée dans un désert, ils vont au garage, ils refont la pâture en dessous. Je pense que ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'on n'y connaissait rien au véhicule avant de partir et on a fait des erreurs. La plupart des problèmes qu'on a eu sur ce véhicule, c'est de notre faute. C'est parce qu'on savait pas qu'il fallait entretenir à cet endroit-là ou parce qu'on savait pas qu'il fallait faire ce truc-là à ce moment-là. Enfin, après, on apprend. Mais voilà, le conseil qui pourrait ressortir de tout ça, c'est vraiment pose-toi plusieurs jours, plusieurs semaines avec le carnet d'entretien, toutes les choses à faire, puisque personne va te le dire. C'est évident pour les gens qui ont des 4x4 depuis 20 ans, mais nous on pensait que ce serait les garagistes qui nous diraient faut faire ça, faut faire ça, mais non. Il y a des fois des garagistes qui nous demandent alors vous voulez faire quoi, comment je fais ça, et là ça nous inquiète vraiment parce qu'on se dit mince. Je pense que le véhicule est fiable, mais nous on n'est pas fiable. Comment faites-vous pour le diesel dans les pays du Golfe? C'est parfois contraignant, mais notamment en Iran où c'est interdit normalement pour les voitures, mais les Iraniens sont tellement sympas puisqu'en fait le diesel est réservé aux camionneurs, mais les camionneurs TED ils te font le plein et c'est gratuit ou ça coûte 1 centime par litre. Sinon c'est pas un problème, il y a toujours du diesel aux stations puisqu'il y a toujours des poids lourds. C'est essentiellement encore une fois dans tous les pays du Golfe, c'est réservé aux poids lourds. Par contre c'est très chiant quand t'es en panne. Si c'était à refaire, le jour où on repartira au Moyen-Orient pour visiter la Syrie, le Liban et le Yémen, on prendra un véhicule essence. La plupart des gens roulent à l'essence et quand tu veux trouver des pièces pour réparer ton véhicule, c'est mission impossible si tu as un véhicule diesel. Pays favori du coup et pourquoi? Alors je crois qu'on peut pas avoir, on en discute souvent, mais on peut pas avoir un pays favori tout critère confondu. Donc on a un petit peu notre classement par catégorie on va dire. Donc encore une fois pour les personnes et l'accueil c'est l'Irak. Et je crois que pour les paysages on est d'accord, peut-être ex aequo. Et encore que j'ai une petite préférence pour l'Arabie Saoudite, mais Arabie Saoudite et Iran pour les paysages. C'est nos deux petits chouchous. Et pour la nourriture, c'est une destination que vous ne connaissez pas encore et qu'on vous garde en surprise pour la suite des vidéos. C'est la destination vers laquelle on s'est dirigé cet été pour échapper à la chaleur. Voilà. Et ça va arriver. Ça va arriver très rapidement. Dans quelques semaines, on va commencer à te partager cette aventure complètement dingue. Quel est le pays où vos émotions étaient le plus décuplées? Alors on a pensé à l'Iran, je sais pas, c'était un pays un peu compliqué administrativement. On est arrivé là-bas, on pensait qu'on allait avoir chaud d'un seul coup, qu'on serait trop bien et on avait froid. Il y avait beaucoup de vent, c'était pas forcément facile. On roulait énormément chaque jour, ça nous a très vite fatigués. Et en même temps, à côté de ça, les gens étaient tellement accueillants. Ça nous a choqués de voir cet accueil. C'était beau, on a rencontré nos premiers dromadaires qu'on adore. À la fin, il faisait 45-48 degrés tous les jours et à 9h, on n'avait pas le choix de rouler avec la voiture et on bougeait tous les jours et ça se voit sur les vidéos, on a regardé très récemment. On a eu des grosses peurs aussi. Et on était tellement fatigués. On a eu une grosse panne, on a fait des rencontres incroyables. Enfin, en fait, l'Iran, c'est le yo-yo des émotions pendant 3 mois. Donc c'est, je pense, le pays où les émotions ont été décuplées, autant positives que négatives. Le financement, combien de temps avez-vous prévu tout ça ? Alors comme je l'avais dit, ça faisait 10 ans que je préparais ça, mais je gagnais pas d'argent au début, donc on a économisé pendant 5 ans, puisque j'ai fait 3 ans d'alternance pour mon école d'ingénieur, où j'ai pu économiser pas mal de sous en me débrouillant. Quand on parlera de la vidéo du budget, on vous présentera aussi ce qu'on gagne sur YouTube. On commence tout juste à avoir tout remboursé notre matériel photo-vidéo pour te donner une idée. Fait ça vraiment
par pure passion. C'est aussi maintenant que l'ordinateur lâche, que l'appareil photo lâche, qu'il y a tout qui nous lâche. Donc c'est à peine remboursé que c'est déjà mort et qu'il faut changer. Il va falloir rechanger tout ça malheureusement. Le but c'était pas de gagner des milliers et des cents, on n'utilise pas YouTube pour ça. Ce serait fou, il y a tellement d'autres métiers qu'on aurait pu faire qui nous auraient permis de voyager très longtemps et d'être payés. Mais sinon le financement c'est basé sur nos économies et voilà, ça commence à s'amoindrir et c'est surtout qu'on a envie de changer de mode de voyage maintenant. Mais dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo budget quand on sera rentré en France et qu'on aura tout bien mis à plat. Est-ce que ça vous intéresserait et est-ce que vous aimeriez connaître dans cette vidéo? Comment vous organisez et combien de temps vous êtes sur la route? Alors ça fait plus de 2 ans qu'on est sur la route, on est parti en septembre 2021. Comment on s'organise? Alors au début c'était un petit peu n'importe quoi, on faisait un peu de vidéos, on bougeait tous les jours et ça nous tuait. Maintenant on a changé, on voyage entre 3 jours et 4 jours par semaine et les 3-4 derniers jours de la semaine, en fonction de la vidéo qu'il y a à produire, on se pose complètement, on ne bouge pas. Quelle a été la meilleure partie de votre voyage? Tout. Tout. Il y a des parties juste un peu plus chiantes en Géorgie. L'hiver en Géorgie c'était pas la folie, mais sinon tout est extraordinaire. Je pense que c'est les belles rencontres. Je pense que c'est aussi quand on arrive dans un nouveau pays, il y a une excitation de fou. C'est le bout de chemin qu'on fait avec les autres, que ce soit d'autres voyageurs français ou étrangers ou avec les locaux. Pour nous, c'est ça, les meilleurs moments du voyage. Les rencontres avec les animaux aussi. Là, par exemple, il n'y a plus de dromadaires, c'est triste. Ils sont plus là. Quel est le pays où vous vous êtes senti le mieux et le plus en sécurité? Moi, je pense que c'est Oman, où on s'est senti le mieux. Je trouve que Oman, c'est vraiment... Enfin, à chaque fois je dis ça, mais je trouve que c'est le pays le plus peace du Moyen-Orient. C'est incroyable, il y a vraiment un sentiment d'apaisement. Même les Omanais sont très pudiques, très respectueux, ils vont pas arriver juste à côté de toi et crier bienvenue, même si c'est des choses qu'on apprécie et qu'on a apprécié en Arabie Saoudite par exemple. On s'est jamais senti en insécurité en Oman, on n'a jamais eu, même quand il y avait des bruits autour de la tente, on s'est jamais dit ah il y a quelqu'un. C'est fou, c'est un pays tellement peace et c'est d'ailleurs un pays qui est reconnu dans le monde entier si tu as suivi nos dernières vidéos pour ses qualités diplomatiques et le fait qu'il soit en bonne relation avec beaucoup de pays. Donc pour tous ceux qui ont des appréhensions sur le Moyen-Orient, commencez par Oman, c'est un très bon début. Et après, vous aurez envie de visiter le reste du Moyen-Orient. Comment est-ce qu'on a tout quitté pour réaliser notre voyage, travail, appartement? Quand on avait commencé à travailler, on nous a proposé des CDI. Même dans nos premiers entretiens, on avait dit bah voilà, on prépare un tour du monde et on est d'accord pour faire des CDD. On n'a jamais été propriétaire pour l'instant, donc c'était des locations, donc très facile à quitter. Il nous reste juste quelques cartons avec quelques affaires dispersés chez les parents et c'est tout. Après, on croise beaucoup de voyageurs qui sont propriétaires et qui louent leur maison, leur appartement, le temps du voyage. Tout est possible, il n'y a pas que des jeunes comme nous. Et au contraire, la majorité des voyageurs ne sont pas des jeunes comme nous et on était persuadés de ça pourtant au début. Il y a une communauté de familles qui est énorme parmi les voyageurs et ils ont parfois 3-4 enfants. On a déjà vu 5 enfants. C'est possible. Il faut juste se rapprocher des gens qui le font, leur poser des questions et vous allez voir, tout va être facilité. Alors la prochaine question, on est obligé d'y répondre encore à nouveau puisque c'est la question qu'on reçoit le plus. On a vraiment le sentiment d'être attendu en Algérie. La question c'est du coup l'Algérie c'est pour quand à peu près, puisqu'on en avait déjà parlé dans la dernière FAQ. Il faut qu'on voit, on va tout faire pour y aller en 2024 et on espère vraiment pouvoir découvrir ce pays. Et que si ça se fait pas en 2024, ce sera pour plus tard, mais... Je pense que ça va être une expérience extraordinaire ce pays. En tout cas, on veut y aller et ça a l'air magnifique. Et toutes les semaines on reçoit des invitations pour y aller. Avez-vous une date pour la visite du Maroc ? Là aussi, on reçoit beaucoup de messages concernant le Maroc. Ça avait commencé par les Algériens et petit à petit, les Marocains prennent le dessus sur ce genre de commentaires. Le Maroc, c'est aussi un pays qu'on aimerait visiter, évidemment. Je ne sais pas quel pays nous n'aimerions pas visiter de toute manière. Ouais. Si on va au Maroc, ce sera quand on visitera le continent africain. La prochaine question, elle est très intéressante et c'est vrai qu'on ne l'avait jamais traitée, il me semble. Avant vos voyages, aviez-vous des a priori et des clichés sur les pays arabes? Comme tu vois dans nos vidéos, on ne demande qu'à découvrir les pays qu'on visite, que ce soit arabes, musulmans, n'importe où dans le monde, on est très curieux, donc on voyage aujourd'hui avec zéro a priori et zéro préjugé. C'est vraiment ça qui a changé en nous pendant ce voyage. Après, effectivement, on est comme tout le monde, comme tous les êtres humains, on a toujours des espèces de petits a priori quand on connaît pas les choses, et notamment quand on est en France, on entend beaucoup de choses, donc forcément on était un peu impacté par ça. Moi, l'Arabie Saoudite, avant c'était que du désert, que du sable, et en fait on a vu des volcans, on a vu des montagnes, on a vu une diversité de paysages énorme. On était ah ouais, ok, il y a ça aussi en Arabie Saoudite, c'est plus ce genre de truc. De toute façon, vu qu'on avait décidé d'y voyager, on n'avait pas des a priori
parce qu'en fait, je pense que sinon, on n'y serait pas allé. Enfin, en général, les gens qui sont comme ça, fermés avec trop d'a priori, ils voyagent pas dans les pays qui leur font peur, parce qu'au final, c'est des trucs qui te font peur en général. C'est ça. Il y a juste un truc, c'est par rapport à l'Irak, puisque c'est un pays qui a connu malheureusement de beaucoup de guerres. Moi, j'étais très enthousiaste à l'idée d'y aller, puisque j'avais lu plusieurs blogs de voyageurs, etc., qui avaient passé j'avais peur. Un voyage extraordinaire. Léna avait très peur, nos parents encore plus, et nos amis qui nous ont dit vous allez vous faire décapiter, c'est terroriste, c'est dangereux, faut pas y aller. On a juste pris du recul à un moment donné, on s'est dit ils n'y sont jamais allés, ils connaissent juste ce qui est véhiculé dans les médias. Qu'est-ce qui est véhiculé dans les médias? C'est pas l'Irakien qui va te donner un sandwich au falafel ou qui va te faire un tour pendant une semaine, non, c'est les bombes, c'est Saddam Hussein, c'est les génocides, c'est Daesh, c'est les seules choses qui sont partagées, donc forcément il y a des peurs qui sont créées et on peut pas le reprocher aux gens, c'est le travail des médias qui est malheureusement que porté sur tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a posé la question à des voyageurs qui y sont allés et là ça a tout changé, même pour moi qui avait peur. Enfin, d'un seul coup c'est comme si ça dégageait un peu les nuages que t'avais devant les yeux et tu fais ah ouais ok, ça se passe comme ça pour les voyageurs, les gens habitent là-bas et voilà comment ça se passe pour eux. C'est des doutes qui sont forgés depuis qu'on est tout petit, c'est surtout ça, c'est ancré en nous, donc c'est difficile de s'en débarrasser. Donc c'est là où parfois les gens confondent peut-être courage et juste prise d'information. C'est pas du courage quand on va en Irak, on se dit pas qu'on va à la guerre et qu'on va survivre, pas du tout. C'est juste de se poser un instant et de poser les questions aux bonnes personnes. Et quand on nous demandait plutôt dans les questions comment vous organisez votre voyage, c'est ça aussi qui a changé. Maintenant on demande aux locaux et on demande aux voyageurs qui y sont allés récemment. L'Irak ça a été une claque puisque on savait un peu que les médias s'étaient un peu dirigés sur ce qui était négatif, etc. Mais la différence était tellement forte et le peuple irakien tellement accueillant qu'on a trouvé ça même tellement injuste que personne n'entende parler de cette affabilité et de ce peuple. L'Irak ça a complètement changé notre vision de voir l'information et le voyage. Est-ce qu'il faut parler anglais pour pouvoir voyager comme vous le faites? C'est vrai que le fait de parler anglais, ça nous permet en tout cas nous de faire des vidéos, des interviews, mais surtout de parler avec les peuples qu'on rencontre. Mais aussi, en face de toi, il y a beaucoup de gens qui parlent pas anglais et pour ça, on utilise Google Traduction qui nous permet de traduire en arabe ou en kurde. Et c'est facile, même avec le traducteur, de se poser des questions et ça peut être dynamique. Mais l'anglais n'est pas indispensable. Il y a des familles, beaucoup de familles qui parlent pas du tout anglais, mais qui apprécient leur voyage tout autant. C'est pas une obligation. Tu peux te débrouiller sans l'anglais, il faut utiliser les traducteurs et c'est pas indispensable. Après, c'est pas que les traducteurs, tu utilises le langage corporel. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, par le sourire. C'est tout ça. Alors ça c'est une question qui devient un petit peu agaçante puisque dans les commentaires on s'est reçu même parfois des insultes et il y a même quelqu'un qui a porté plainte contre nous auprès de l'ambassade en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est autorisé d'entrer à Médine pour les non-musulmans? Oui, sinon on ne l'aurait pas fait. Comme tu l'as vu, on a été pris sous le coude par un imam et par des résidents à Médine. On était avec nos caméras. Il y a même la sécurité qui nous avait dit qu'on pouvait pas filmer et puis finalement ils sont tellement cool qu'ils nous ont laissé filmer. Surtout quand ils ont compris qu'on voulait faire une vidéo sur l'islam et de façon positive. Et d'ailleurs la Mecque est interdite et c'était impossible pour nous de rentrer. C'est récent, ça doit faire moins de 2 ans, mais n'importe qui peut aller à Médine. Et ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui c'est possible. On insiste. Prochaine question, y a-t-il des moments où vous souhaitez tout arrêter? Oui. Ça arrive quand t'es malade. Je trouve quand il y a des galères, t'as pas envie d'être dans la galère, donc t'aimerais bien pouvoir, faire tac et être de retour chez toi en France avec ta famille dans un lit. Ça peut arriver, mais il y a toujours ce truc où après tu te poses 5 minutes et tu repenses à toutes les belles choses que t'as vécues et tu te dis mais non en fait j'ai pas envie que tout ça s'arrête. C'est trop bien ce qu'on vit, c'est unique. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de vivre ça. Faut juste embrasser le moment et embrasser cette chance qu'on a de pouvoir réaliser toutes ces choses. Et donc on peut pas arrêter, c'est tellement formidable et aujourd'hui on n'a pas envie d'arrêter et on a envie de continuer. Voilà, c'est les craquages mais c'est normal. T'es tellement tout le temps en dehors de ta zone de confort. C'est pas évident de vivre dehors. Enfin, à tous ceux qui... Encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des fois des commentaires vous êtes en vacances depuis 2 ans, machin. Je comprends ce message. Si vous étiez à notre place, vous comprendriez que c'est pas ce que vous imaginez non plus. C'est pas des vacances. C'est un voyage dans des conditions qui sont pas toujours évidentes. Nous, en plus, on n'a franchement pas géré au niveau des saisons. On s'est tapé les hivers horribles, on s'est
tapé les étés horribles. On n'a pas le véhicule le plus confortable du monde et pourtant on est dehors. On n'a pas le budget pour aller à l'hôtel toutes les semaines, donc on reste dehors. Ça joue sur le moral, ça joue sur la fatigue. C'est marrant un petit peu, donc, comme cette nuit, tu vois, il a fait 0 degré et on a dormi en bas dans la voiture. Mais quand c'est tous les jours, au bout d'un moment, c'est compliqué. Voilà, faut s'imaginer que ça fait plus de 2 ans. Donc, moi, quand je vais en vacances, maintenant, c'est pas ça que je vais vivre. C'est complètement différent. Vraiment, faut essayer pour se rendre compte parce que même nous, on a été surpris. Parce que nous, maintenant, on se dit que le mode de vie confortable, c'est d'être chez soi à la maison. Mais c'est cool, c'est trop bien ce qu'on vit. On va pas se plaindre là-dessus. Est-ce que l'Irak, c'est beau ? L'Irak fédéral, c'est pas très beau, c'est complètement détruit, c'est jonché de déchets. Encore une fois, ce qui est beau, c'est les gens et ce qu'ils ont à t'offrir. Il y a des sites archéologiques qui sont incroyables, les marais, c'est très beau. Est-ce que votre regard s'est ouvert ou a changé à l'égard de l'islam et des pays musulmans ? Et sincèrement, les musulmans sont-ils sympathiques ? Alors, quelle question, ça arrive parfois que les gens, encore une fois, pensent qu'on est financé pour réaliser ces vidéos. Pas du tout, il faut bien prendre conscience que notre chaîne YouTube a un impact tellement minime. On est une toute petite chaîne, il n'y a personne qui nous finance pour faire ça et on partage les choses telles qu'on le voit, telles qu'elles viennent à nous et les gens sont juste accueillants, ils sont chaleureux. Et si c'était financé, ce serait indiqué sur les vidéos d'ailleurs, oui, c'est une obligation. Est-ce que notre regard a changé sur l'islam et les musulmans ? Bien sûr, puisqu'en France on sait qu'on a un regard biaisé et plutôt difficile à l'égard de l'islam et des musulmans. On a tendance à faire beaucoup de raccourcis, mais pas que sur les musulmans, on fait des raccourcis sur tout le monde et c'est humain, la plupart des gens font des raccourcis sur tout et n'importe quoi. Le fait d'être allé dans les pays du Moyen-Orient, ça nous a cassé des a priori et des préjugés, même si on n'en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est réellement, en tout cas, une partie de l'islam, et surtout l'accueil qu'on a eu au Moyen-Orient, des musulmans du Moyen-Orient, puisque ça peut être aussi différent au Maghreb. On ne peut pas faire de généralité, mais ce qui a changé, c'est notre regard sur cette région qu'on a visitée seulement, et on a été complètement stupéfait par cet accueil extraordinaire qu'on a reçu. Et est-ce que les musulmans sont-ils sincèrement sympathiques ? Franchement, cette question, s'il vous plaît, les gens ne sont pas sympathiques par rapport à une religion. Il faut s'ouvrir, ouvrez votre regard, ouvrez votre esprit là-dessus. Chaque personne est différente. On est tous des êtres humains et on est tous égaux vis-à-vis de ça, et que peu importe tes croyances, peu importe tes attirances, tu peux voir de tout. Et nous, dans nos vidéos, on a mis beaucoup en avant les choses positives, les rencontres positives, les belles choses, parce que forcément, c'est ce qui est venu à nous. Les musulmans, notamment, fermés d'esprit et qui n'aiment pas les touristes comme nous, ou des personnes qui ne croient pas en le même Dieu qu'eux, etc., ils sont pas venus vers nous, ils sont pas venus nous parler. On peut pas vous en parler, tout simplement. Est-ce que vous pensez que le 4x4 est indispensable dans les pays du Moyen-Orient ? Non. Vous pouvez très bien y aller en van. Il y a des routes goudronnées flambant neuves partout, qui traversent même les déserts en Arabie Saoudite. Donc. Et si jamais vous avez envie de vous perdre dans le désert comme on a pu le faire, il y a toujours d'autres solutions. Louer un 4x4 ou alors juste aller voir un Saoudien et lui demander de vous faire un petit tour. Et il le fera sans problème. Plaisir. Voilà. Votre rencontre la plus touchante du voyage, je pense qu'on est d'accord. Bah oui. Que c'est celle qui reste là, Zara et Adi. On est toujours en contact avec eux. Il y a plus d'1 an et demi, quand on les rencontrait en Iran, ils avaient déjà un restaurant, et là dans quelques jours ils ouvrent leur 2e restaurant. On est trop heureux pour eux. Zara va pouvoir travailler dans ce 2e restaurant, donc voilà, on est encore en contact étroit avec eux, on les suit, et si un jour on habite à Paris, on fera tout pour pouvoir réaliser le rêve de leur petite dernière, qui est de venir à Paris. On les accueillera à bras ouverts, puisque c'est vraiment des gens qui nous ont aidés pendant une semaine sans compter le temps, donc c'est une rencontre exceptionnelle. On a vraiment trop envie de les revoir. C'est la rencontre la plus touchante. Ils nous ont fait pleurer quand même. Ouais, tous les deux. Des destinations à proposer à une femme seule. On voit des femmes seules visiter tous les pays du monde. Il y a notamment une Orléanaise qui est rentrée de 8 ans de voyage en autostop. Elle était toute seule, elle est allée dans 60 pays, je crois. Ça lui a coûté 20 000 €? Oui, 20 000 €, bon ça c'est un autre détail, mais on vous invite à regarder les vidéos qui ont été faites à son sujet. Florence Renaud. Florence Renaud. Tout est possible. Léna a voyagé avec moi, donc on n'est pas les meilleurs pour vous répondre à ces questions. Maintenant, on sait que c'est possible, mais renseignez-vous auprès des filles qui le font, et tout est possible. Ouais, maintenant au Moyen-Orient, parmi les destinations, je pense, les plus faciles, les plus safe pour une femme seule, je dirais Oman, la Jordanie qui est très touristique, même l'Arabie Saoudite, c'est très safe. En Irak, on en a vu des femmes seules, mais elles sont accompagnées d'un guide généralement. Ouais. Bon, les Irakiens, ils sont aussi un petit peu, ils aiment bien
profiter des moments où Jérémy n'est pas là pour demander un petit selfie, un petit bisou, un petit truc. Pour une femme seule, l'Irak fédéral, ça peut être un peu chiant, un peu lourd, je pense, de devoir tout le temps un peu refuser des invitations, mais ce sera pas dangereux. Voilà, encore désolée si ma voix, on est encore un petit peu malade. Mais en tout cas, les FAQ, je trouve que c'est vraiment un truc super cool à faire. Je trouve de répondre à toutes vos petites questions. On espère que ça vous a plu. On espère que vous aurez d'autres questions pour la prochaine fois. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails auxquels on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. On y répondra avec plaisir, comme d'habitude. Et sur ce, on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à bientôt.